Ok, commençons la troisième partie de ce cours numéro 3 sur des notions très importantes de conception qui sont la cohérence et le couplage. Alors ces notions, on les avait déjà introduites dans les cours passés, mais là on va revenir dessus beaucoup plus précisément. Alors commençons par la cohérence. Ce qu'on avait dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'un objet est cohérent si ses méthodes et ses traitements forment un tout cohérent. Alors à l'époque, il me semble avoir donné l'exemple du couteau suisse. Et pour moi, le couteau suisse, c'est pas cohérent. Vous avez le couteau, vous avez la fourchette, vous avez la pince à épiler. Et alors, pourquoi c'est pas cohérent? Parce que si vous voulez utiliser le couteau, eh bien, il faut tester la fourchette. Bref, ça prend du temps et c'est pas génial. Alors ça, c'est une définition un petit peu informelle, qui n'est pas facile à comprendre. Et parfois, c'est beaucoup plus facile de comprendre la négation. Donc là, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un objet incohérent. Alors c'est beaucoup plus facile. Un objet, c'est incohérent, il est incohérent si jamais il est composé de plusieurs parties indépendantes. En gros, on peut prendre un objet et on peut le diviser en 2, 3, 4, etc. Et ça ne va pas changer le comportement de l'application. Alors là, je donne un petit exemple. Ici, j'ai deux objets. Hop, j'ai cet objet qui utilise celui-là. Et on se pose la question, est-ce que celui-là, il est vraiment cohérent? Est-ce qu'il n'est pas incohérent? En fait, si je peux remplacer cet objet par deux autres objets et puis finalement modifier mes communications pour m'adresser à ces deux objets, mais c'est complètement indépendant, il n'y a pas de communication entre ces deux objets et finalement l'application elle marche tout aussi bien. Bien là, je pourrais dire que mon premier objet, finalement, il était incohérent. Il était trop gros et ce n'était pas nécessaire qu'il soit aussi gros et du coup, on allait pouvoir définir des plus petits objets beaucoup plus facilement testables. Alors du coup, si on passe au niveau de la classe, c'est quasiment la même définition. Une classe est incohérente si on peut la couper. Donc là, j'ai ma classe A, je vais essayer de la couper en trois parties. Si je peux la couper en plusieurs classes indépendantes. Ces classes sont indépendantes et la construction de ces trois classes plutôt que de la première classe A ne change pas le comportement de mon application. Alors ça, dans les slides, ça a l'air relativement simple, mais on peut se poser la question, oui, mais comment on peut faire pour découper une classe ? En fait, c'est relativement simple. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre classe, elle contient des propriétés, qui sont ici représentées par des petits ronds, et des méthodes, qui sont aussi représentées par des carrés. En fait, on peut découper une classe en regardant un petit peu les relations qui existent entre ces méthodes et ces propriétés. Et si on arrive à faire des parties, c'est ce que j'essaye de montrer ici, si on arrive à faire des parties qui sont complètement indépendantes, alors on peut casser la classe. Alors prenons un exemple. Disons que cette méthode-là qui est là, hop, elle va utiliser cette propriété. Elle n'utilisera pas d'autres propriétés. La deuxième méthode, elle, on va considérer qu'elle utilise ces deux propriétés. Et la troisième méthode qui est là, on va considérer qu'elle utilise cette quatrième propriété. Là, j'espère que ça vous saute aux yeux. Vous voyez très bien que dans cette classe, en fait, se cachent trois classes complètement indépendantes. Et à la limite, je pourrais séparer cette classe A en trois parties. Et ça ne va pas changer mon application. Alors, intuitivement, ça paraît simple, mais on a peut-être besoin d'un mécanisme qui nous permet plus facilement de voir si on peut découper une classe en plusieurs parties. Ça, c'est déjà fait. C'est des chercheurs qui, il y a quelques années, donc Schinamber et Kemmerer, qui ont proposé une métrique qui permet de mesurer le degré de cohésion d'une classe. Alors, cette métrique, elle s'appelle LCOM. Elle est très connue. Elle permet de mesurer le niveau de cohérence d'une classe. Alors, ce que je me propose maintenant, c'est de vous expliquer comment cette métrique marche. L'algorithme est relativement simple. Vous démarrez avec deux valeurs. P, qui va représenter le degré d'incohérence. Donc, si P est gros, c'est pas bien. P qui va représenter le degré d'incohérence d'une classe et Q qui va lui représenter le degré de cohérence. Donc si Q est haut, c'est bien d'une classe. Donc au début, on les met à 0. Ensuite, c'est là où c'est malin, c'est qu'on va parcourir toutes les paires des méthodes. On va prendre toutes les méthodes 2 à 2. On va regarder une paire. Et si cette paire, on va regarder les propriétés qu'elle utilise. Si jamais il n'y a aucune propriété en commun dans cette paire, donc elle ne partage pas de données, alors on va considérer que cette paire, en quelque sorte, elle est un peu incohérente. Donc on va mettre plus à P. Au contraire, si la paire elle partage au moins une donnée, alors on va mettre Q à plus. Ensuite, on va faire une bête soustraction, P moins Q, et la règle est que si le résultat est supérieur à 0, alors la classe doit être coupée. Alors malheureusement, Schinamber et Kemmerer ne nous ont pas du tout expliqué comment identifier les parties, ni même comment faire pour découper. Mais c'est déjà pas mal, on a une indication chiffrée pour savoir si une classe est cohérente ou pas. Alors, on va faire ça sur un petit exemple, relativement simple. J'ai pris quasiment le même exemple, je l'ai un tout petit peu modifié. La troisième méthode, vous voyez qu'elle utilise deux propriétés. Et je vais faire tourner l'algorithme. Donc, je vais prendre la première paire de méthodes. Cette paire-là, vous voyez qu'il n'y a pas de propriétés qui sont utilisées communément par les deux méthodes. Donc, du coup, je vais mettre P plus 1.
Je prends une deuxième paire, hop, ça c'est ma deuxième paire, et là c'est pareil, vous voyez qu'il n'y a pas de données communes entre ces deux méthodes. Du coup, P encore plus 1, j'avais déjà mis 1 tout à l'heure, plus 1 ça fait 2, et en fait on verra tout à l'heure que c'est le score final pour P. Si je prends la troisième paire c'est celle-là, vous voyez que là finalement cette propriété est commune. Donc là Q vaut 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais la soustraction, P moins Q, je trouve 1. 1 c'est supérieur à 0, donc il faut couper cette classe en deux. Alors hop, ici c'est facile, il va falloir la couper ici. Alors ça marche vraiment plutôt bien, hein, cette métrique de Helcom, et je vous conseille de l'utiliser pour mesurer le degré d'incohérence ou de cohérence de vos classes. Alors passons maintenant sur la deuxième notion de conception qui est le couplage. Hein. Et on va se poser la question de la même manière de savoir, oui, mais alors est-ce qu'on peut définir le couplage au niveau des objets et est-ce qu'on peut définir la négation du couplage, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas couplé. Hein. Est-ce qu'on est couplé ou est-ce qu'on est isolé? Alors le couplage c'est simple, cet objet est couplé avec les autres si jamais il y a beaucoup de communication entre les objets. Ça c'est assez simple, c'est le couplage, c'est est-ce qu'il y a des échanges de messages entre les objets. Alors, facilement, un objet qui n'est pas couplé, c'est un objet comme celui-là, qui est un peu tout seul, là, qui ne reçoit aucun message. Alors, nous, on le sait depuis un petit moment maintenant que si jamais un objet ne reçoit pas de message, il sert un peu à rien, voire même si jamais il y a un ramasse-miettes, hein, il va être supprimé. D'accord ? Donc, en fait, finalement, on ne peut pas vraiment définir la négation du couplage. On sait de toute manière que les objets doivent être couplés. Alors on a besoin d'autre chose, on a besoin peut-être de définitions qui vont nous donner des indications sur la valeur du couplage. Est-ce qu'on peut être trop couplé ou mal couplé, hein? Et là ça va devenir un petit peu intuitif. Bon, néanmoins, on a des exemples assez clairs. Voilà, là c'est ce que j'ai mis sur la gauche, vous voyez, cet objet là en rose, là regardez, on va dire qu'il échange des messages avec tous les objets qui sont autour de lui, d'accord? On s'en fiche de savoir les messages qui sont échangés entre ces objets. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cet objet, il utilise beaucoup d'autres objets. Et peut-être un peu trop, d'accord? Du coup, pour le tester, il va falloir tester tous ces autres objets. La seule chose qu'on pourra dire, c'est que c'est pas génial. En fait, ce qu'on pourra vraiment dire, c'est plus il y en a, et moins c'est bon. Et il y a même des seuils à pas dépasser. Hein. Grosso modo, on sait maintenant que si jamais un objet utilise 20, 40, allez, je vais jusqu'au-delà 50 objets, c'est beaucoup trop, et voilà, ça, il faut pas, il faut changer ça. Alors à l'inverse, on a aussi des notions sur la notion d'être mal couplé. Alors imaginons qu'on a ici un cycle, voilà, hop, je fais un cycle de messages. Bon, là, quand on fait un petit peu de test, on se rend compte que pour tester chacun des objets, il va falloir tester l'autre, ça va être impossible quasiment à tester. Et puis si le cycle est grand, le moindre faiblesse dans un des objets du cycle, c'est tout le cycle qui s'écroule, d'accord? Donc finalement, on n'a que ces notions un peu intuitives qui disent que c'est mal couplé ou trop couplé. En fait, on va avoir des valeurs pour quantifier le nombre de voisins, par exemple, la taille d'un cycle, et on sait simplement que plus il y a de voisins, moins c'est bon, plus le cycle est grand, moins c'est bon. Alors là encore, nos deux amis, Schindenberg et Kemmerer, ont défini des métriques. Pour définir ces métriques, on a besoin d'abord de définir une notion un peu atomique de couplage. Alors c'est relativement simple, une classe ou une interface sont couplées, ici une classe ou une interface est couplée, si grosso modo elle a besoin d'elle pour être compilée. Alors ça c'est un peu vague, mais c'est vraiment la notion de base. Si la classe A a besoin, donc souvent on fait une petite flèche comme ça, si la classe A a besoin de la classe B pour être compilée, alors on va dire qu'elles sont couplées. Alors quand est-ce qu'on a besoin d'une autre classe compilée pour pouvoir marcher? Lorsque A appelle une méthode, lorsque on a une propriété qui est typée par la classe B, lorsqu'il y a un héritage, et si jamais B est une interface, si jamais il y a un lien d'implémentation. D'accord ? Donc on peut assez facilement retrouver les liens de couplage entre les classes. Donc du coup maintenant il nous faut montrer les relations de Schindenberg et Kemmerer. C'est les mêmes, c'est les deux personnes qui ont défini d'autres métriques pour mesurer le couplage. Là par contre ils en ont sorti plusieurs pour se faire une idée du degré de couplage de la classe. Alors la première métrique c'est le DIT, Depth of Inheritance Tree, donc qui regarde la profondeur de l'arbre d'héritage. Si votre classe, elle a une superclasse, qui a une superclasse, qui a une superclasse, plus l'arbre est grand, moins c'est bien, parce que ça veut dire qu'elle a beaucoup de champs hérités, et puis au bout d'un moment, ça va être un peu compliqué de tester tout cela. À l'inverse, si votre classe, elle a beaucoup d'enfants, donc là, à l'inverse, ça veut dire que votre classe, il y a beaucoup de classes qui dépendent de elle. Là, c'est pas génial non plus. Le coupling between objects, là, ça permet de mesurer le nombre de voisins, en relation de couplage. Donc, est-ce que votre classe, elle utilise 3, 4, 5, 50 autres classes? Donc, là encore, plus on utilise, plus on est couplé avec des classes,
avec des classes, moins c'est bon. La dernière métrique, c'est RFC, Request for Class. Là, ça regardera la taille de la chaîne. Si jamais vous êtes couplé avec une classe, qui est couplée avec une classe, qui est couplée avec une classe, là, on va regarder la taille de la chaîne. Et ce que nous disent nos amis, là, c'est que plus la chaîne est grande, moins c'est bon. D'accord ? Donc, en fait, l'objectif de ces métriques, vous pouvez les trouver. Il y a des outils qui les implémentent. Mais l'objectif de ces métriques, c'est de trouver des classes beaucoup trop couplées. C'est parfois ce qu'on appelle des classes un peu mal faites, trop grosses, quoi. Donc on a des valeurs qui valent ce qu'elles valent. On n'a pas mieux que ça. Grosso modo, ce qu'on dit, c'est que si jamais vous avez un arbre d'héritage qui a une profondeur de plus de 5, ça commence à être problématique. Si jamais vous êtes couplé avec plus de 10 classes, ça commence à être problématique, etc. etc. En fait, c'est des valeurs humaines. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de montrer des bornes ici qui sont à 100. Mais dès qu'on dépasse la dizaine, je dirais que ça commence à être un petit peu dangereux. Il faut simplement regarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument changer votre conception. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire mieux. Voilà, donc là, on a donné des notions beaucoup plus précises sur ces deux concepts de conception que sont la cohérence et le couplage. Alors la cohérence, sachez qu'une classe est cohérente si on ne peut pas la découper. Une classe cohérente, c'est une classe qu'on ne peut pas découper. Et merci à nos deux amis, là, on a une métrique qui est géniale qui s'appelle LCOM, qui permet de savoir, en comptant simplement les relations entre les méthodes et les propriétés, qui permet de savoir si jamais on peut découper une classe ou pas. Pour le couplage, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord ? Une classe qui est mal couplée, c'est quand elle a besoin de beaucoup d'autres classes. Alors pour compter ça, on a plein de métriques que j'ai présentées, donc la profondeur de l'arbre, le nombre d'enfants, le nombre de voisins, la taille de la chaîne, etc. Mais ce sont des métriques automatiques qui nous permettent de mesurer la conception. Alors, l'objectif ici, c'est d'avoir un code objet qui soit idéalement, c'est-à-dire qu'on ait une bonne cohérence et un bon couplage, et ces métriques nous aident à quantifier cet idéal.